à la fois musicienne et lycée-allemand, quelqu'un qui a fait des études de musicologie, et qui s'est également tourné vers la philosophie, donc qui est à la croisée des questions esthétiques, phénoménologiques, qui est aussi, je crois, qui a aussi le souci de transmettre l'œuvre de son beau-père, Emmanuel Levinas, le grand philosophe du XXe siècle, et qui a donc un parcours très diversifié en fait. Et comme l'invitation à laquelle visiblement elle n'a pas tout à fait répondu, l'invitation à faire une autobiographie intellectuelle, je ne sais pas, lui semblait délicate, pour quelques raisons que nous dira peut-être. Elle a choisi de parler librement ou autrement. Et je ne sais pas trop, en fait, de quoi elle va vous parler, si ce n'est que je crois que Kafka sera à peu près le fil conducteur, ce qui est en soi très intéressant. Parce qu'on est peut-être les antipodes de l'autobiographie, justement. Ça ne me semble pas être un choix anodin. Merci beaucoup. Merci à Yves et à Béatrice, son épouse, pour cette invitation. Nous nous sommes rencontrés il y a une année, peut-être, une petite année, dans le cadre de rencontres également qui plaçaient la question du sujet au cœur de la question de l'extériorité radicale, puisque c'était un axe entre la France et l'Iran, autour d'une personnalité importante, qui a été un mathématicien très important en Iran, Rachidi. Et donc c'est sa fille qui a organisé cette rencontre, donc avec des chercheurs, des scientifiques, ceux que vous avez écoutés ce matin, astrophysiciens, des poètes, des musiciens, des philosophes, des artistes, des intellectuels. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Yves Humann, précédé, mais nous ne nous connaissions pas, d'un travail autour de la question de la poésie que Yves et sa femme avaient coordonné sous forme d'ouvrage. Donc je suis habituée aux sollicitations d'Yves qui consistent au fond à mettre plusieurs pratiques et plusieurs registres de pensée ensemble, en commun. Je crois comprendre que cette question de l'un et de l'autre, qu'il s'agisse des individus ou qu'il s'agisse des pratiques, est au cœur de sa réflexion et de ses préoccupations, et c'est tout naturellement donc que j'ai répondu présente à l'appel aujourd'hui. Si ce n'est que Yves m'a demandé de mettre en scène un petit peu mon parcours. Il me fait la gentillesse de penser que mon parcours est singulier. Moi je crois que les parcours de chacun sont singuliers. Dans un premier temps, je me suis dit oui, je vais tenter de penser ce rapport qui a toujours existé au fond. Je fais de la philosophie en même temps, pour le dire très rapidement. Je souhaitais être pianiste, concertiste et philosophe. La musicologie est arrivée un peu comme une sorte d'érudition supplémentaire, c'est-à-dire tiens, pourquoi pas. J'appartiens à une génération, il y a beaucoup de lycéens, je suis très contente de voir tous ces visages de jeunes lycéens présents dans cette salle. J'appartiens à une génération où on faisait aussi des études pour son plaisir, pour le plaisir de la connaissance, pour le plaisir d'apprendre, et où la question de l'avenir se posait de manière beaucoup moins cruciale, beaucoup moins frontale, beaucoup moins dure qu'aujourd'hui. Et par conséquent, de faire ce qu'on appelait un double cursus, philosophie, musicologie, n'était pas si compliqué que ça. Mais la musicologie, je m'y suis retrouvée, c'est-à-dire les études, disons, érudites, scientifiques, autour de ce qu'on appelle la musique, et pas simplement la pratique. Je l'ai rencontrée accidentellement, uniquement pour le plaisir, de connaître un peu plus les conditions d'élaboration des œuvres, du langage, l'évolution, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment la question de la pensée. Pourquoi on pense? Pourquoi on a des objets de pensée? Qu'est-ce que c'est que ce travail de la pensée, de la réflexion? Et puis la pratique, c'est-à-dire une relation au sensible, donc à la dimension empirique, comme vous disiez.
qui manque cruellement aux études théoriques, et aussi, ce que j'ai découvert plus tard, une alliance insécable, bien que toujours problématique, entre un pacte indissociable entre le musicien, la musique et la philosophie. Je vous renvoie au dialogue de Platon, ne serait-ce que de Timée, et ce modèle initial que représente l'harmonie des sphères, cette énigme qui a toujours représenté, Augustin en parle comme le nombre incarné, c'est-à-dire une arithmétique, une abstraction qui tout d'un coup est audible, sensible, et qui se fait entendre. Voilà. C'est une énigme, en effet, qui a beaucoup fait couler d'encre durant toute l'histoire de la philosophie. Le troisième axe, que peut-être Yves évoquait de manière souterraine, c'est l'écriture. C'est le rapport à la créativité littéraire et poétique. Et je dois dire au fond que s'il y a un triangle, c'est plutôt la musique, l'écriture, la philosophie que l'on découvre à vos âges. Je m'adresse aux lycéens, c'est-à-dire le choc que représente la rencontre avec cette discipline lorsqu'on est au lycée et en terminale, et pour moi ça s'est joué ici. Donc ce triangle ne m'a plus jamais quitté. Inutile de vous dire que ce n'était pas facile de passer de l'un à l'autre. La musique est une discipline, j'allais dire, prédatrice, qui vous prend tout votre temps. Alors là, pour le coup, la question du temps est centrale, des heures d'instrument par jour, des heures de... Voilà, c'est une grande école, c'est une école de discipline, de contraintes, que j'aime beaucoup, qui m'est restée dans la pratique également philosophique, le rapport à l'artisanat, le travail artisanal de la pensée. Et voilà, le travail, voilà pourquoi, au-delà de ces petites choses qui sont somme toute assez anecdotiques, je ne souhaitais pas en dire plus, mais je suis prête à répondre à vos questions. Alors j'ai fait un pas de côté, et... Vous êtes danseuse aussi? Je suis pas danseuse. 3 ans, j'ai fait non pas un pas de deux, mais un pas de côté. Et alors je crains d'être un petit peu, peut-être que ma communication soit un peu latérale au sujet, donc les lumières de l'Europe. Je vais m'attarder en effet au travers de la question de la voix que j'ai beaucoup traité, la question d'écriture, la vocalité, qui parle. Alors il est question du sujet, il est question de l'identité. C'est un auteur qui s'est posé la question de l'identité, et d'une identité, je crains d'être un peu, de donner une tonalité un peu pessimiste à ces journées, parce que c'est un auteur, je dirais, sans espoir. C'est un auteur où il n'y a pas de salut. Dans une Europe qui commence à être très 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 désorientée et très déstabilisée, et qui peut-être commence à prendre toute la mesure de l'échec qu'a représenté les Lumières. Les Lumières, c'est une chose qui a donné de grandes utopies, de grands espoirs, un grand moment d'idéal, et puis qui s'est soldé au XXe siècle par des grandes catastrophes. Il est inutile de les énumérer. Donc c'est un auteur qui préfigure, qui a connu la Première Guerre mondiale. Il s'agit en effet de Kafka, et la question de l'identité est permanente dans les sujets, c'est-à-dire chez les personnages kafkaïens, et je vais essayer d'en dire un mot au travers cette question, cette double question, ce binôme chez Kafka qui représente d'un côté la voix et de l'autre l'écriture. Je crois que Kafka est une matrice pour essayer de penser la crise de l'humanisme, la crise des Lumières, au mouvement de la Aufklärung, au travers précisément la crise de l'identité, ou plus exactement que la crise de l'identité est le symptôme de la crise de l'humanisme. Alors, que s'est-il passé, puisque la question de l'humanisme, qui est un mot tardif dans notre vocabulaire européen, c'est Proudhon le premier qui l'utilise. On parle des humanistes, naturellement, Erasme, Pétrarque, on parle, Montaigne bien sûr, on parle des humanités. Il ne faut jamais oublier que
les humanistes avaient pour vocation d'exhumer le rapport à l'antique, le rapport à l'ancien, et de transmettre à notre langue et à notre civilisation sur laquelle nous vivons encore tous ces grands textes latins, grecs, hébreux, considérant que c'est une époque aussi où on a compris par le progrès des sciences que l'homme n'était pas le centre de la Terre, il n'était pas le centre de l'univers plus exactement. Donc cette notion de relativité qui n'est pas encore la relativité d'Einstein, mais la notion de relativité de l'un par rapport à l'autre, de la langue de l'un par rapport à la langue de l'autre, est née dans cette Europe humaniste qui ne parle pas encore d'humanisme. Que ce même humanisme a vécu aussi une crise très importante après la guerre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et que l'on connaît ces grands textes, notamment celui de Sartre en 1946, conférence donnée à la Sorbonne qui s'appelait « L'existentialisme est un humanisme », pour précisément expliquer qu'il fallait aller vers un anti-humanisme, c'est-à-dire qu'au fond, l'humanisme avait cru sauver le rapport de l'homme au monde et le rapport de l'homme à l'autre homme par le biais du savoir, par le biais de la connaissance, par le biais de l'érudition et par le biais du sauvetage de ce qui est au fondement de notre civilisation, que ce soit l'héritage judéo-chrétien ou que ce soit l'héritage grec. En tout cas, l'Europe s'est beaucoup cristallisée autour de ces héritages. Il y en a naturellement bien d'autres, mais on ne les connaissait pas. Et en définitive, il s'est avéré que cet héritage était insuffisant. Alors pourquoi était-il insuffisant? Puisqu'il a produit les barbaries les plus épouvantables durant tout ce XXe siècle. Donc c'est une question qui s'est posée de manière cruciale, ce qu'on a appelé la critique de l'humanisme, qui s'est soldée par un anti-humanisme. Et c'est Foucault qui explique dans Dit et Dédit, il explique qu'au fond, on a cherché l'homme derrière toutes ces structures civilisationnelles, et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les structures, et l'homme a disparu derrière ces structures de transmission. C'est aussi la grande époque, évidemment, du structuralisme, c'est pour ça qu'il parle de structure. Alors il me semble que Kafka, dans un horizon vraiment dévasté, où l'identité du sujet, comme vous le savez sans aucun doute, même si vous n'avez pas lu, vous avez tous entendu parler de Grégor Samsa, ce personnage de la métamorphose qui se réveille, le récit démarre sur ça, il se réveille un matin et il est transformé en Candrela. Le lecteur que nous sommes ne sait pas comment ça s'est passé, cette transformation, cette métamorphose. Il est confronté, de facto, il est confronté au devenir, à la temporalisation de cette identité fissurée qui ne se reconnaît pas elle-même, mais qui perdure dans son individualité. C'est-à-dire l'identité, en tant qu'individu, ne disparaît pas. Grégor Samsa reste Grégor Samsa. Pour lui-même, il est Grégor Samsa. Et pour tout son entourage, et en particulier ses proches, son père, sa mère et surtout sa sœur, il n'existe plus. Voilà. Donc, vous avez tous entendu parler de ce devenir animal du sujet. Et tout ça, ça se passe dans une Europe qui a connu naturellement les plus beaux espoirs, les grandes heures de l'humanisme, c'est-à-dire le rapport à l'autre, qu'il se situe dans la dimension de l'écart ou qu'il se situe dans la dimension de la différence. Le sujet kafkaïen est un sujet fissuré, un sujet souffrant, qui ne trouve plus sa place nulle part, ni dans le monde, ni dans sa famille, ni dans sa langue, ni en lui-même. Il est, pourrait-on dire, pardonnez-moi ce gros mot, mais je vous prie de noter toutes les questions que vous voulez me poser et j'y répondrai de mon mieux. Il est, pourrait-on dire, ontologiquement apatride.
c'est-à-dire que son être profond ne sait plus exactement où il se situe. C'est un sujet désitué qui se sent dépossédé d'une culture dont il pourrait dire quelle est la sienne. Il vit dans une Europe déchirée. Il a connu, Kafka a connu, il est mort en 1924. Il a connu donc la Première Guerre mondiale. Il écrit d'ailleurs la Métamorphose en pleine Première Guerre mondiale, en 1915. Et l'unique chose qu'il va essayer de préserver, ce n'est plus cet héritage en commun, cette quête, cette utopie de l'universel, c'est précisément le repli sur la question de la singularité. C'est donc, je le dis rapidement pour comprendre pourquoi identitairement c'est un sujet qui se sent déjà destitué, c'est un écrivain pragois, ça compte. Il ne suffit pas de dire qu'il est tchèque. Prague représentait vraiment un moment ultime du grand raffinement de la culture européenne. C'est un écrivain pragois de langue allemande et de religion juive. C'est un mélange détonnant. Il est le paradigme, précisément, de l'homme moderne, et là le mot de la modernité va se poser, de l'homme moderne après l'échec des humanités, après l'échec des Lumières, car il y a un échec des Lumières, même si on essaye de le sauver, et je crois qu'il faut le sauver, parce que derrière le sauvetage des Lumières, il y a quand même l'idée de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il y a quand même la question de la démocratie, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait trouvé un mot plus beau pour imaginer un vivre ensemble où tout le monde aurait sa place. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays dans le monde, pour savoir, il n'y a qu'à voir la question aujourd'hui des migrants pour comprendre que le mot démocratie, ça signifie quelque chose, même si c'est un mot qui lui-même est encore en crise. Il est le paradigme de l'homme moderne en ce qu'il est déraciné, qu'il est sans espoir, qu'il est sans salut. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il est de religion juive, c'est-à-dire qu'il ne croit pas au salut, au sens chrétien du terme, et par conséquent son devenir réside dans une dévastation qui, dans l'infra-humanité. Il va se réfugier dans ce qu'on appelle l'infra-humanité, et je vous renvoie à ce récit, le terrier, où c'est un espèce de petit animal qui va se construire un labyrinthe sous terre, avec toutes sortes de stratégies pour qu'aucune extériorité ne puisse pénétrer dans cet univers. Donc Kafka est tout de même l'héritier de l'idéalisme allemand, de la tradition métaphysique, c'est-à-dire de cette tradition métaphysique dans la pensée philosophique, c'est le fait qu'il existe des causes premières. Il existe des causes premières auxquelles on revient. Il est l'héritier des Lumières. En quoi est-il l'héritier des Lumières? En ce que, en fin de compte, c'est la raison universelle. C'est le positivisme du savoir et du progrès qui permet l'ouverture sur le monde. Or, les récits de Kafka sont, je l'ai dit, symptomatiques de l'échec et de la mise en échec des Lumières. En tant que juif, il se sent différent, à la recherche d'une identité qui ne lui est pas accordée, ou en tout cas qu'il faut qu'il vive de manière très neutralisée, en tant que laïque assimilé, puisqu'il vient d'une famille où le judaïsme n'était considéré comme une sorte de folklore, n'était plus vraiment pratiqué, il se sent comme déplacé, comme désynchronisé par rapport à son identité première, et en tant que tchèque de culture allemande, il se sent également désynchronisé par rapport à la tradition et par rapport à l'héritage de l'empire austro-hongrois
dont il est un témoin et un acteur. Alors, avant de commencer cette communication qui porte encore une fois sur la question de la vocalité et de l'écriture, je veux juste citer cette phrase que prononce Karl Rossmann, qui est le personnage principal d'un des récits de Kafka, qui s'appelle Amérique. Précisément, tous les personnages de Kafka cherchent une place dans le monde, cherchent une place pour dormir, cherchent une place quelque part pour manger, etc. Ils sont tous désorientés. Et Karl Rossmann cherche une place pour dormir. Et donc il va errer, il va se perdre, et il va atterrir devant un cirque. Et sur le mur, il y a une affiche, et c'est une affiche d'embauche. Et il se dit, tiens, peut-être que je vais pouvoir trouver du travail. Il lit cette phrase qui le fascine, absolument. Il lit, ici, il y a une place pour chacun. Ici, il y a une place pour chacun. Voilà un beau sujet de philosophie, ni de littérature. Alors, pour la tradition philosophique occidentale, si je suis trop longue ou trop compliquée, vraiment vous m'arrêtez. Hein, ce n'est vraiment pas un souci pour moi. Pour la tradition philosophique occidentale, la voix, je commencerai par ça, la voix c'est toujours du langage. En termes philosophiques, en termes grecs, on appelle ça le logos. C'est toujours du logos, au point qu'elle en oublierait que celle-ci, la voix précisément, est antérieure à la parole. On voit que il y a un retour à l'antériorité du langage. La voix est si distincte de la parole au sens de l'acquisition du langage parlé que nous pourrions mettre dos à dos la position de l'écrivain, par exemple, avec celle du musicien. Voilà, je vais parler des deux. Pour l'écrivain, je pense à des auteurs comme Blanchot, qui a écrit sur Kafka, de Kafka à Kafka, qui est un texte absolument extraordinaire, ou à Kafka, ou encore à Pascal Quignard, un auteur contemporain. Pour l'écrivain, écrire, c'est quasiment perdre la voix. Pour un compositeur, notamment un compositeur, notamment un compositeur d'opéra, gagner en voix, c'est perdre le langage. De sorte que la voix serait d'emblée le lieu d'un paradoxe, voire d'une aporie constitutive de son statut, de sa fonction et de sa vocation. Bien que ce soit avec la voix que l'on parle, que l'on communique, disons, la voix ne transmet pas uniquement un code sémantique. Elle n'est pas uniquement une convoyeuse de mots. D'ailleurs, on dit bien d'une voix qu'elle est touchante, ou menaçante, ou caressante, ou violente, par exemple. Ce qui signifie que l'on est autant sensible à la tonalité, au timbre d'une voix, qu'à ce qu'elle dit. Les musiciens connaissent ça très très bien. C'est-à-dire ils peuvent mettre des paroles totalement en contradiction avec la forme de la voix, c'est-à-dire la figure, le dessin mélodique et l'intonation. Les Grecs connaissaient ça très très bien. C'est dire jusqu'où il y a du geste dans la voix et pas seulement du logos. Il y a du corps sous une forme que l'on pourrait qualifier de sonore et d'animal. C'est précisément ça qui va retenir l'attention de Kafka. Tout le problème consiste à savoir à quoi ça nous renvoie dans cette Europe déchirée, c'est-à-dire une Europe qui commence à passer des lumières aux ténèbres. Décrivant l'émotion qui se dégage de la voix, Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, qui est un philosophe français, je ne vais pas dire le mot parce que je ne le prononce pas, qui est féminin, il faut le dire à personne. Merleau-Ponty écrit dans un ouvrage qui s'appelle Le visible et l'invisible. Il essaye de décrire ce qui se passe avec la question de la voix. Et la question de la voix de l'autre, c'est-à-dire quand on entend l'autre parler. Ces étranges mouvements de la gorge et de la bouche qui font le cri et la voix.
Ces mouvements-là finissent en son et je les entends. Comme le cristal, le métal et beaucoup d'autres substances, je suis un être sonore. Mais ma vibration à moi, je l'entends du dedans. Comme a dit Malraux, je m'entends avec ma gorge. En quoi, comme il l'a dit aussi, je suis incomparable. Ma voix est liée à la masse de ma vie, comme l'est la voix de personne. Mais si je suis assez pris de l'autre qui parle pour entendre son souffle et sentir son effervescence et sa fatigue, j'assiste presque en lui, comme en moi, à l'effrayante naissance de la vocifération. À l'effrayante naissance de la vocifération. Pour aller vite, Merleau-Ponty décrit une scène qui est en fait une scène qui se reproduit quasiment à chaque fois que l'on rencontre autrui, parce que les Dumassiens, c'est que derrière l'assurance du savoir, il y a un être qui s'expose dans sa nudité et sa vulnérabilité. Et qu'en définitive, être attentif à la voix de l'autre, c'est entendre la vulnérabilité d'autrui. C'est par conséquent, cette vulnérabilité, il l'appelle l'effrayante naissance de la vocifération, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut passer du sujet héroïque et glorieux à un sujet souffrant et qui appelle et qui a besoin de tout. C'est-à-dire le passage de l'un à l'autre, à quel moment il faut tout. Exactement. Alors, ça c'est la scène du texte. Que veut dire Merleau-Ponty par l'expression, donc j'assiste presque en lui comme en moi à l'effrayante naissance de la vocifération. Évidemment, il y a aussi l'effrayant, c'est effrayant parce que l'autre m'appelle. Évidemment, il me dit j'ai besoin de toi. Et comment je vais répondre à cette question? Comment je vais répondre de cet écart? Si François Julien était là, c'est la question que je lui poserais. Comment répondre de l'écart? Si c'est un écart qui maintient une bonne distance avec autrui, c'est parfait. Je suis dérangée minimalement. Mais si c'est un écart qui m'appelle et qui m'oblige à me présenter à la vocifération d'autrui, comment je vais gérer mon écart? Parce que tout le problème de l'écart, c'est qu'à un moment donné, il faut bien réduire la distance pour se présenter à l'appel d'autrui. Alors tout d'abord, on va dire que la voix ne se situe jamais, ça on pourrait citer de nombreux exemples dans la Bible de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, que la voix ne se situe jamais complètement dans ce qu'on appelle un solipsisme, c'est-à-dire que je ne m'appelle pas moi-même, ou alors il faut appeler le SAMU, c'est rapidement un problème. Celui qui se parle, qui s'entend de l'intérieur avec sa gorge, est déjà d'emblée dans un solipsisme partagé, dans un solipsisme à deux. Ce sont deux solitudes qui se rencontrent. Presque une panique que de voir sa propre voix s'exiler dans l'autre. On pourrait presque paraphraser un très beau texte de Jacques Derrida qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre ». Le monolinguisme de l'autre. Et c'est un texte qui commence par la phrase suivante. « Je n'ai qu'une seule langue ». Alors voilà, si aujourd'hui pour moi, il y a une Europe des Lumières, c'est cette phrase-là. « Je n'ai qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne ». Je n'ai qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne. Donc, on pourrait paraphraser Derrida et dire « Je n'ai qu'une seule voix et ce n'est pas la mienne ». Chez les Grecs, par exemple, la voix du poète n'est pas la voix de la personne qui est le poète. C'est la voix de la Aide. Et la Aide, c'est pas celui qui parle au nom du poète. Et ce n'est pas non plus celui qui ventriloque le poète. C'est tout simplement celui qui entend la spectralité de l'écriture et qui va juste la mettre dans sa bouche. Il s'agit de mettre dans sa bouche l'expression que les Grecs utilisent. Que le poème, pour être adressé, c'est-à-dire pour être une adresse, doit être mis dans
la bouche. C'était aussi la conviction des humanistes, des poètes humanistes en particulier italiens. Quant à l'effrayante naissance de la vocifération dont parle Merleau-Ponty, on peut d'emblée y voir une figure originaire, une figure de l'origine du mythe, celle qui fut recouverte par Epumos Logos, c'est-à-dire, c'est Nathalie qui parlait de la question de la vérité très justement tout à l'heure. Les Grecs ont été obnubilés par la question de l'aletheia, c'est-à-dire de la vérité. Et là, cette effrayante naissance de la vocifération, qui est le nœud dur de l'humain, a été recouverte dès les origines de la philosophie par Epumos Logos, le discours vrai, qu'on ausculte d'abord et prioritairement pour lui faire dire la vérité du sens. Oubliez que derrière le discours vrai, il y a une vocifération, c'est une autre manière de parler de la texture même de l'humain, c'est-à-dire de la rencontre avec l'homme, ou avec l'autre homme. Or, c'est là que commence la passionnante et complexe aventure de la vocifération. La voix appartient simultanément au discernable, à l'indiscernable, au discours vrai et au bégaiement, au silence et au sonore. En russe, on oublie énormément, c'est-à-dire que autrui n'est pas ma vérité, ou n'est pas la vérité que je veux projeter sur lui. Il y a de l'indiscernable, il y a une énigme fondamentale que je ne dois pas vouloir m'approprier. Il y a un écart, au sens chinois ou autre du terme. En russe, par exemple, le mot voix se dit golos. Étymologiquement, ça veut dire du bruit, mais ça a aussi une connotation plus aujourd'hui. C'est-à-dire, publicité, ça fait du bruit. C'est un bruit. Le mot logo, c'est de la même famille que le mot coq en latin, gallus. Et ce mot coq, le coq, par exemple, c'est pas un animal qui retient l'attention de toute personne, surtout sur la question des lumières. Je parle du coq dans une journée. Dans la tradition juive, le coq est salué comme étant l'animal messianique par excellence. On doit lui rendre hommage. Pourquoi? Parce que c'est celui qui, avant l'homme, discerne, voit venir, entend et annonce le passage de la nuit au jour. Il a cette supériorité sur l'homme. L'homme ne sent pas le passage de la fin de la nuit, l'aube et puis tout d'un coup le jour. Le coq le sent. Donc, on considère que c'est un animal messianique. Ça veut dire qu'on doit espérer la venue du jour, la venue des lumières. Et que dire des récits de Kafka, écrivain sur lequel donc, je souhaite m'arrêter, chez qui la voix tombe littéralement en ruine, afin que l'écriture trouve son espace. C'est une singulière économie signifiante qui se montre ainsi. L'écriture touche, chez Kafka en tout cas, au symptôme. Elle entérine et sanctionne cette identité fissurée. Je rappelle à ce propos, et ce n'est certainement pas fortuit, que le nom de famille, Kafka, provient du mot tchèque, Kavka, avec un V et non plus un F, qui signifie choukas. Le choukas, c'est un oiseau qui n'est pas gros du tout, c'est un oiseau noir, qui a une nuque grise, qui est très proche de la corneille et du corbeau, qui vit principalement dans les ruines et dans les montagnes. Et le choukas, donc Kafka en grec, servait d'emblème, pour la famille Kafka, servait d'emblème à la firme fondée par Hermann Kafka, ce père autoritaire et tyrannique du jeune Franz. On s'accorde par ailleurs, alors, je ne sais pas s'il y a des lacaniens dans la salle, je ne sais pas trop... Ah, d'accord. Alors, bien sûr, le fait qu'il existe un avenir, et c'est d'ailleurs le seul que Kafka leur consent au sujet, c'est l'avenir animal,
le fait que dans son nom soit inscrit cette dévastation, hein, où ce sujet se sent dévoré de l'extérieur par un autre qui le pénètre et qui lui mange ses entrailles. C'est même le sujet d'un des récits de Kafka, où il y a quasiment un corbeau, un choucas, qui rentre son bec à l'intérieur des entrailles du sujet qui est en train de parler et qui est en train de le manger de l'intérieur. Et naturellement, Kafka, le narrateur, décrit une certaine forme de jubilation. Il faut le voir, alors j'utilise pas le mot métaphore, Kafka détestait les métaphores, se méfiait des métaphores, mais comme un phénomène analogique avec ce qui était en train de se passer dans cette Europe blessée et déjà très gangrénée. On s'accorde par ailleurs en général pour reconnaître que le mot Kafka est de formation onomatopéique, comme d'ailleurs le terme français choucas. Le nom propre serait-il ici, en raison des particularités de sa formation, en raison de sa dérivation et de son sens, à même de fournir une matrice de lecture pour les récits de Kafka, dans lesquels il n'y a de voix possible, de voix audibles, que celle qui décline un avenir animal, c'est-à-dire la naissance précisément, ou la chute, et pas seulement la naissance, la chute de la vocifération. Ça, je laisse cette question de côté, sans doute peut-être pour moi un peu trop psychanalytique, quoique on ne peut pas ignorer que l'époque dans laquelle a vécu Kafka est celle de Max Brod, de Freud, de Scholem, d'Egonschede, de Hofmannsthal, de Robert Musil, enfin tout un terreau culturel qui est aussi une nouvelle forme d'humanisme, c'est-à-dire un nouveau cercle des humanistes confrontés à son inverse, c'est-à-dire à son anti-humanisme. Comment, dès lors, faire entendre la voix de Kafka lui-même, qui n'est ni celle de Joséphine, Joséphine, la souris cantatrice, le dernier récit de Kafka, ni celle du singe dans un rapport pour une académie, ni celle de Grégor Samsa, le candidat de la métamorphose. Je cite, alors je vais beaucoup donner la parole à Kafka, pour faire entendre la voix de Kafka, c'est-à-dire en tout cas la voix narrative de Kafka. Je cite un extrait du journal de Kafka. Je cherche toujours à communiquer quelque chose d'incommunicable, à exprimer quelque chose de ce que j'ai dans la moelle et qui ne saurait être vécu que par elle. Ce n'est peut-être rien d'autre que cette fameuse peur dont je parle si souvent, mais étendue à tout. Peur du grand, peur du petit, peur convulsive de dire un mot, peut-être pourtant, à vrai dire, attaquer n'est-elle pas uniquement peur, mais désir passionné de quelque chose de plus grand que tout ce qui la provoque. Le désir passionné de quelque chose de plus grand que tout ce qui la provoque est une autre manière, chez Kafka, j'y reviendrai, de parler de la voix. L'homme n'échappe pas plus à sa voix, dira Kafka, qu'il n'échappe à son corps ou à son sexe. Kafka l'aura compris, la voix n'est pas la toute-puissance. C'est une voix inversement proportionnelle à la voix des orateurs. C'est-à-dire une voix bien posée, c'est la voix de Cicéron, c'est la voix des très grands orateurs qui vous expliquent qu'une voix, il suffit d'aller chez Aristote, voir dans la poétique, qu'est-ce que c'est que de s'adresser à, c'est-à-dire Aristote explique qu'avec un même discours, vous pouvez provoquer deux situations différentes, deux réactions différentes et absolument opposées. Vous pouvez provoquer un rassemblement au sens démocratique du terme, surtout il est l'inventeur de ce mot, Aristote, ou vous pouvez provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire un effet de tribun, c'est-à-dire un effet totalitaire où vous allez galvaniser de manière tyrannique l'agora, c'est-à-dire les citoyens qui sont réunis dans l'amphithéâtre, et provoquer
au sens esthético-politique, un effet radicalement opposé avec le même discours. Tout dépend, pas seulement la question de l'intonation, mais la manière, le dessin même de la phrase, de la ponctuation du phrasé. Kafka l'aura compris, donc, la voix n'est pas la toute-puissance. Elle exige un défaut, une faille, non pas un défaut de langue, mais un défaut de voix. Elle exige une déchirure. Et il pose la question, qu'avons-nous en commun avec notre propre voix? Alors, c'est très intéressant parce que ce que je disais, c'est que Kafka n'ignorait pas la tradition de la métaphysique, et y compris au fond la tradition de Husserl. Hein. Les recherches logiques sont sorties en même temps que l'introduction à la psychanalyse de Freud, et il n'ignorait pas non plus, il n'y avait pas encore eu à traitant, mais il n'ignorait pas que la question de l'être, de l'essence, allait se poser très très vite. Philosophiquement, c'est un grand lecteur de philosophie. Et précisément ce qu'il touche là, c'est le fait, il pointe quelque chose qui est sans doute inscrit dans son identité juive, qui est la nécessité d'un dessaisissement de l'essence, d'une faiblesse. Il faut un relâchement de l'essence pour aller vers l'autre. Lévinas, dans un ouvrage qui s'appelle Humanisme de l'autre, je parle pas du cite en note de bas de page un texte de la Genèse, le moment où Joseph, donc, qui est en Égypte, qui a perdu toute trace de ses frères, de son père, Jacob, un de ses frères préférés, Benjamin, voit ses frères, c'est une famine dans le pays de Canaan, donc cette famine fait que les frères de Joseph, qui ont vendu Joseph, se retrouvent en Égypte, là où il n'y a pas de famine. Et Joseph, qui est devenu son premier ministre, en fait, qui est le premier ministre, qui gère toute l'économie de l'Égypte, reconnaît ses frères, et au moment où il va subrepticement demander des nouvelles de leur père, qui est aussi son père, et de leur frère, de savoir s'il y a un autre frère, il est attaché à Benjamin, il veut avoir des nouvelles de son petit frère Benjamin, il sent en lui des sanglots, il ne peut pas arrêter ces sanglots, et il se met, il éclate en sanglots. Le texte dit, Joseph éclata en sanglots. Et Lévinas pointe ça en disant, voilà, c'est ça le relâchement de l'essence. C'est ça. C'est le fait que quelque chose, un voile se déchire dans cette question ontologique, c'est-à-dire cette forteresse, ce terrier qui s'est construit, un labyrinthe sous terre, et qui est dans son être, qui vit pleinement dans son être, en accord avec son être, et rien ne pourra venir déstabiliser l'être qu'il est. Précisément là, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient dévaster, qui vient déchirer ce tissu ontologique, c'est-à-dire cette force d'être, ce pouvoir d'être, et qui se transforme en un dépouvoir, en quelque sorte, qui déconstruit ce pouvoir d'être. Et donc la phrase biblique cite bien ce sanglot. Et Lévinas dit il faut ce sanglot, il faut cette force. C'est-à-dire pour aller vers autrui, il faut un dessaisissement de la question de l'essence. Alors je reprends sur la question de Kafka. Qu'avons-nous en commun avec notre propre voix? Une question intéressante, ne serait-ce que la manière dont elle est posée. C'est-à-dire comment susciter l'adéquation entre moi et moi, entre le moi que je présente, que j'extériorise, que j'expose, et le moi que je suis. C'est-à-dire cette quête terrible qui conduit vraiment à des choses terribles. Parce que, au fond, il n'y a pas tellement de différence entre le terrier, le labyrinthe de ce malheureux terrier, et le bunker de Hitler, qui imaginait encore, alors que les Américains et que les Russes étaient rentrés dans Berlin, qu'il pouvait encore mener des guerres de son bunker, des guerres imaginaires. Je veux dire, c'est très intéressant
cette métaphore, malgré tout, de l'espace totalitaire que projette cette question de la complétude de l'être et du pouvoir d'être sur autrui. Qu'avons-nous en commun avec notre langue, notre identité de sujet, notre conscience? Entre Kafka et Kafka, il y a juste un changement minime, le remplacement du V par le F, qui en allemand n'affecte en rien la prononciation. C'est ça qui est aussi très intéressant. C'est le signe écrit qui est affecté. Ce n'est pas la prononciation. De même, écrire en allemand se dit schreiben. Il suffit de faire tomber une lettre, le B, et on obtient schreien, qui signifie crier. Cela n'aura évidemment pas échappé à Kafka, qui saura tisser les métamorphoses qui s'imposent, cette marche irréversible de la voix vers sa décomposition, vers une longue et inexorable dévastation en direction d'une nature animale. Alors je vais lire un extrait d'un texte de Blanchot, du texte de Blanchot sur Kafka. Le thème de la métamorphose est une illustration de ce tourment de la littérature qui a son manque pour objet et qui entraîne le lecteur dans une giration où espoir et détresse se répondent sans fin. L'état de Grégor est l'état même de l'être qui ne peut pas quitter l'existence. Pour qui exister, c'est être condamné à retomber toujours dans l'existence. Devenu une vermine, il continue à vivre sur le mode de la déchéance. Il s'enfonce dans la solitude animale. Il s'approche au plus près de l'absurdité et de l'impossibilité de vivre. Mais que se passe-t-il? Précisément, il continue de vivre. Il ne cherche même pas à sortir de son malheur. Mais à l'intérieur de ce malheur, il transporte une dernière ressource, un dernier espoir. Il lutte encore pour sa place sous le canapé, pour ses petits voyages sur la fraîcheur des murs, pour la vie dans la saleté et la poussière. Et ainsi, il nous faut bien espérer avec lui, puisqu'il espère. Mais il faut bien aussi désespérer de cet effrayant espoir qui se poursuit sans but à l'intérieur du vide. Telle est la direction narrative que s'invente Kafka et à laquelle il adosse l'écriture comme une hésitation, écrit-il, devant la naissance. Écrit-il dans son journal le 24 janvier 1922. S'il y a une transmission des âmes, écrit Kafka, faisant référence à la parole, la mienne n'a pas encore atteint le degré le plus bas. Donc, c'est presque performatif, c'est presque un exercice performatif qui consiste à faire parler un sujet à l'intérieur d'un cadre narratif. Il faut bien raconter, et raconter la perte de ce avec quoi on raconte, c'est-à-dire la perte de la voix, la perte même de la possibilité de parler, c'est-à-dire atteindre avec la littérature le degré le plus bas. C'est pourquoi, écrit-il dans une lettre à Félix, qui fut une de ses muses, chaque parole que je dis à mes parents, ou qu'ils me disent, se transforme si facilement en une poutre qui roule à mes pieds. Singulière métaphore d'une voix dont la chute d'avant le langage ne dit pas autre chose que la loi secrète de l'écriture. De crier à l'écrire, de schreiben à schreien, il n'y a qu'une nuance. De même de Kafka à Kafka, ou encore de manière encore plus décisive, de Kafka à Samsa, il y a en effet une altération décisive. Toujours dans son journal, daté du 15 décembre 1910, Kafka écrit « Pas un mot, ou presque, écrit par moi, ne s'accorde à l'autre. J'entends les consonnes grincer
les unes contre les autres, avec un bruit de ferraille et les voyelles chantées comme des nègres d'exposition. Mes doutes font cercle autour de chaque mot. Je les vois avant les mots. Je les entends avant les mots. Allons donc. Le mot, je ne le vois pas du tout. Je l'invente, c'est-à-dire il l'invente de manière sonore. Ce ne serait pas encore là le pire, mais il faudrait que je puisse inventer des mots propres à chasser l'odeur de cadavre dans une autre direction, afin qu'elle ne nous saisisse pas à la gorge, moi et le lecteur. On retrouve ici, sous la plume de Kafka, la même idée formulée autrement par Merleau-Ponty. Ces étranges mouvements de la gorge et de la bouche qui font le cri et la voix. Désorientation constante donc de la voix qui parle derrière la parole, l'hétérogénéité postulée par Kafka entre le sens et l'affect, une sorte d'ambiguïté, de battement qui n'est jamais complètement tranché. Est-ce qu'on est du côté de l'affect? Est-ce qu'on est du côté de langage? Est-ce qu'on est du côté d'une sonorité sémantisée? On ne le sait pas tout à fait. Entre la voix et l'écriture, entre l'homme et l'animal, entre la langue et le langage, entre le mot et l'onomatopée, entre le nom propre et le nom commun, atteste quand même ce que Lacan appelle voix, disons pour aller vite, une forclusion du signe écrit et de son signifiant. Une scansion du corps, une scription du corps, c'est-à-dire une inscription du corps dans l'écriture. On sait jusqu'où Kafka détestait les métaphores. La voix n'est la métaphore d'aucune chose, fût-elle le langage, fût-elle le sujet lui-même, fût-elle l'affect, écrit Kafka. Et Kafka n'est pas loin de penser que tout comme la voix, tout comme la musique, tout comme le chant, la littérature ne doit être assujettie à aucune métaphore signifiante. Il écrit: les métaphores sont une des choses qui me font désespérer de la littérature. La création littéraire, c'est important, hein. Le problème, c'est que depuis Aristote, on nous bassine avec la question de la métaphore. Là, on arrive dans un siècle complètement laminé, et précisément les métaphores tombent. C'est ce que beaucoup de poètes diront, en particulier Paul Celan, c'est-à-dire la métaphore, elle est morte devant un paysage dévasté de guerre, après Hiroshima, après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, après Auschwitz. Quid de la question de la métaphore? C'était une question que se posait aussi un philosophe qui s'appelait Adorno. Comment peut-on écrire encore un poème après Auschwitz? Donc la question de la poésie, c'est-à-dire au fond le socle même, le fondement même de la poésie, c'est la question de la métaphore. Et là, on a un écrivain qui nous dit en pleine Première Guerre mondiale, les métaphores sont une des choses qui me font désespérer de la littérature. La création littéraire manque d'indépendance. Elle dépend de la bonne qui fait du feu, du chat qui se chauffe près du poêle, même de ce pauvre vieux bonhomme qui se réchauffe. Tout cela répond à des fonctions autonomes, ayant leur loi propre. Seule la littérature ne puise en elle-même aucun secours, ne loge pas en elle-même, et est à la fois jeu et désespoir. Seule la littérature ne loge pas en elle-même. La littérature est la voix. Kafka est fasciné par la spectralité des voix qui l'assiègent, par-delà le décret existentiel de leur dépérissement, de leur extinction ou de leur mort ajournée dans l'écriture. Je cite une lettre adressée à Milena qui a fini, comme vous le savez, dans un camp de concentration. C'était en 1920, où c'était un amour impossible, comme beaucoup d'amour chez
chez Kafka. Kafka exprime son désarroi face à une voix qui appelle. Épouvanté au sens du mot, donc il va faire une analogie avec la question des prophètes. Épouvanté au sens du mot lorsqu'on dit des prophètes, qu'étant donc de faibles enfants, et entendant une voix les appeler, il se sentait épouvanté, ne voulait pas, et s'accrochait des pieds au sol, et sentait une angoisse leur déchirer le cerveau, car ayant entendu des voix auparavant, il ne pouvait comprendre d'où venait en celle-ci le son qui les terrifiait. Était-ce faiblesse de leur oreille? Était-ce force de la voix? Et ne savaient pas non plus, car c'étaient des enfants, que la voix avait déjà vaincu et s'était installée en eux par la vertu précisément de cette peur, de cette appréhension divinatrice qu'ils avaient d'elle, ce qui ne pouvait d'ailleurs rien quant à leur mission prophétique, car beaucoup entendent la voix, mais sont-ils vraiment dignes d'elle? Donc c'est la question du non-héroïsme. La question du non, on ne veut pas y aller. D'ailleurs, c'est la scène prophétique par excellence dans la vie hébraïque. Abraham est interpellé, toujours de manière verticale, il est là, il est tranquille, et tout d'un coup, il entend Abraham, lech lecha. En hébreu, littéralement, Abraham va vers toi. Alors, la scène type, la scène inaugurale, c'est qu'on répond à l'appel de la voix. Et le prophète répond « Hineni », en hébreu « me voici ». Mais il ne sait pas ce qui va encore lui tomber sur la tête. Donc, il veut bien répondre, il veut bien dire « voilà, je me présente à l'appel ». Mais après, va lui être demandé une succession d'épreuves, dont la plus dure est la 10e, comme vous la connaissez, qui est celle du sacrifice suspendu d'Israël. Même scène inaugurale avec Moïse, qui bien sûr a pris la défense, qui est un hébreu égyptien, mais quand même fils adoptif du pharaon, et devant lui succéder. Et puis finalement, il va prendre la défense, quelque chose de son identité va parler, il va prendre la défense d'un hébreu qui va se faire maltraiter de manière injuste, il va être chassé par celui qui se considérait comme son père spirituel, et il va se retrouver pendant des années dans le désert, chez Jéthro, son beau-père, à s'occuper d'un troupeau. Et il va être interpellé de la même manière. Moïse. Donc, on va l'appeler, va sauver ton peuple. Il va dire, d'accord, Hineni, mais il va discuter, il va dire, mais qui suis-je, moi? C'est-à-dire, je n'ai pas, en fait. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire, s'il y a une crise de l'humanisme, c'est aussi qu'on n'a pas envie de bouger. C'est-à-dire que c'est, Lévinas disait, citer Pascal, c'est-à-dire garder son pouvoir d'être, hein, c'est-à-dire ce que Pascal appelait sa place au soleil, en citant en disant que le moi, c'est-à-dire l'ipséité, elle est haïssable pour ça, parce qu'il y a une lâcheté constitutive de cette ipséité-là, et que c'est très difficile d'en sortir en dehors de tous les discours iréniques et les discours idéaux, hein, sur le fait que l'autre, l'altérité, l'écart, etc. Mais en définitive, c'est pas si simple que ça. C'est donc aux confins de ce qui s'éteint et de ce qui reste que Kafka entretient avec la voix un rapport de souvenir, plus exactement un rapport d'intériorisation du souvenir. Je ne vais pas mettre en scène cette chose-là, je vais aller vers la fin peut-être. Hein. Donc je vais finir rapidement, peut-être en citant encore plutôt qu'en parlant. Je vais citer peut-être encore un texte de Kafka. Un texte justement qui montre comment Grzegorz Samsa assiste à la longue métamorphose de sa propre voix.
et comment la réflexion de Kafka, ici le récit de Kafka, qui n'est pas spéculatif, a pour vocation, enfin, montre très bien en tout cas, que dans toute altération, l'individu demeure identiquement le même. Donc, Grégor Samsa, à un moment donné, il est écrit « Quant au changement de sa voix », parce qu'évidemment, sa voix se transforme, c'était selon sa conviction intime le prélude de quelque chaud et froid, la maladie professionnelle des voyageurs. Donc, en fait, Grégor Samsa, comme le texte que j'ai cité de Merleau-Ponty, s'entend parler avec la même voix qui est altérée, mais d'une altération qui ne touche pas son identité. Il écoute toujours d'une même oreille les voix et les sons de son entourage, en l'occurrence de ses parents et de sa sœur, jusqu'à la musique jouée par sa sœur qui fait du violon. Et il va dire ceci, je vais finir sur ça. N'était-il donc qu'une bête, cette musique l'émouvait tant. Cette musique l'émouvait tant. Mais qui de l'extériorité savait qu'il était ému? C'est ça le problème de la vérité. Moi, je sais que je suis ému par l'autre, mais est-ce que l'autre, il est ému par moi? Même quand je suis devenue une bête, c'est-à-dire moins qu'un homme, parce qu'on m'a retiré ma dignité d'homme. Je vous remercie. Un bel exposé qui nous laisse sans voix. Je ne sais pas si vous avez le besoin ou la nécessité de poser des questions. Personnellement, je m'arrête très longtemps. Mais si M. Piazzolla est ici, s'il vous plaît, je pense que vous avez le premier réponse. Oui, madame, dans votre très pertinent exposé, votre parole, vous a fait circuler votre voix, vous a fait voyager entre des auteurs et des faits historiques. Des auteurs tous du XXe siècle et des faits historiques également du XXe siècle. Alors, nous sommes dans un débat qui est intitulé « Des Lumières pour l'Europe », non pas « L'Europe des Lumières », et vous nous avez dit, je crois, à plusieurs reprises, vous avez parlé de l'échec des Lumières. Et à ce moment-là, vous avez fait référence au XXe siècle, c'est-à-dire aux deux guerres mondiales, à la Shoah, au massacre qui continue du XXe siècle. Alors, ma question n'est pas de critique, hein, ma question n'est pas de critique. En vous écoutant, je me disais, l'échec des Lumières, les Lumières n'échouent pas comme une entreprise peut échouer, ou un débarquement, une opération militaire, ou une campagne électorale. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de l'échec des Lumières, et quelle est, pour vous, la chronologie ou l'histoire de cet échec, c'est-à-dire des Lumières dans l'histoire? Parce que la Révolution française peut apparaître comme la première réalisation, concrétisation dans le monde de l'esprit des Lumières. Mais 4 ans après la date qui nous sert encore de fête nationale, c'est le 14 juillet 89, nous avions la terreur. Et la terreur en France, on a appris ça dans l'histoire, ont tranché des milliers de têtes de prêtres parce qu'ils étaient prêtres. C'est quelque chose qui perdure, cela. Donc, il y a eu une critique des Lumières qui a commencé très tôt, celle des philosophes et écrivains de philosophie politique réactionnaire, au début déjà du 19e. Il y a une critique marxiste des Lumières, une critique du jeune Marx sur l'idéologie allemande. Les Lumières ont été critiquées constamment, jusqu'à aujourd'hui, par les totalitarismes du XXe siècle. Donc voilà, comme vous avez fait un exposé très riche qui se développe à de nombreux niveaux, je prendrai juste, pour lancer ce court débat, il va y avoir un débat, cette question,
qu'entendez-vous par échec des Lumières dans l'histoire? Y a-t-il une sorte de chronologie que vous puissiez dire en quelques mots de cet échec des Lumières? Alors, tout d'abord, j'ai pris soin. Bon, je ne pense pas avoir convoqué trop de. Je pense avoir gardé un axe qui était celui de Kafka, sur lequel j'ai congloméré quelques références implicites au texte de Kafka. Alors j'ai pris soin de dire que s'il y a eu un échec des Lumières, la sauvegarde des Lumières, au sens précisément, on rappelait l'épisode de la Révolution française, au sens précisément d'une installation douloureuse, l'épisode de la terreur en est un, au sens d'une installation des valeurs de fraternité, d'égalité, de liberté. J'ai bien pris soin, donc j'ai bien fait référence indirectement et directement d'ailleurs à la Révolution française, qui a été un exemple très important pour toute l'Europe et en particulier pour l'Allemagne. N'oubliez pas, en 1804, comme je suis musicienne, je vais citer Fidelio, 1804, en Allemagne, Beethoven, qui défend les valeurs de cet opéra, qui magnifie les valeurs de la liberté pour les philosophes. Fichte, fondateur de l'idéalisme, le discours à la nation allemande en 1804, et peut-être même antérieurement, toujours Beethoven, la troisième symphonie, l'héroïque, où là précisément il est un si grand admirateur de la Révolution française. Cette troisième symphonie, l'héroïque, était dédicacée à Bonaparte à partir du moment où Bonaparte donc, est devenu empereur, donc en 1804, il a biffé sa dédicace. Considérant que Napoléon, empereur, sacré empereur, avait renié son idéal révolutionnaire. Donc c'est une situation qui est devenue européenne. De dire, il n'y a qu'à voir, bien sûr, il n'y a pas que Marx qui va parler de la terreur. Hegel ne comprend absolument pas dans la phénoménologie de l'esprit cet épisode-là, il ne la comprend pas. Il en parle comme étant ce qui est la pire des choses pour Hegel, qui croit à la relève, c'est-à-dire à une négativité qui se relève en positivité, précisément, cette fameuse Aufhebung, c'est-à-dire cette relève. Là, il y voit la négativité absolue, c'est-à-dire la négativité qui ne se relève pas. Et il parle des morts pour rien. C'est-à-dire que dans cet accouchement douloureux qui va instaurer une république, c'est-à-dire une démocratie à venir, dans cette démocratie à venir, cet accouchement ne peut pas se faire. Vous parlez de l'épisode de la terreur juste quelques années après 1789. Voyez les régimes qui n'ont connu que les totalitarismes, qui n'ont connu que les impérialismes, prenons le cas de la Russie, qui n'a connu que l'impérialisme tsariste et stalinien. Est-ce qu'on peut dire que Poutine est complètement sorti de... Est-ce que c'est un pays qui fonctionne vraiment démocratiquement? Combien de temps faut-il? Regardez ce qui se passe dans certains pays du Moyen-Orient. Vous pensez que la démocratie va s'y installer sans terreur? C'est tout le problème, c'est mort pour rien. C'est une question géopolitique très importante qui a touché au plus près, bien sûr, les philosophes. La question de Hegel, quand il parle, la manière dont Hegel parle de la terreur est très intéressante. C'est mort pour rien. C'est vraiment, il existe en effet des sociétés. La naissance de la démocratie s'est soldée par des morts pour rien. Alors, au XXe siècle, regardez combien, dès le premier jour de la Première Guerre mondiale, combien de gens, combien de morts, des milliers de morts dès le premier jour. Les morts pour rien, alors là, n'en parlons pas. Je renvoie à cet extraordinaire roman de Vassili Grossman, en particulier je m'adresse aux lycéens, qui s'appelle Vie et Destin, et qui est un livre vraiment extraordinaire, une grande saga où le personnage principal ne croit plus en rien. Il ne croit plus en rien, mais vraiment plus en rien. C'est-à-dire il ne croit plus en Dieu, il ne croit plus au christianisme, il ne croit plus à l'orthodoxie, il ne croit plus, il a connu les deux totalitarismes, le nazisme et le stalinisme, et il ne croit plus en rien.
Il voit des milliers et des milliers de morts dans cette Russie dévastée, où les paysans meurent, etc. Et tout d'un coup, il voit, dans cette dévastation où lui ne croit plus en rien, il voit comme ça, tout d'un coup, une femme très, très pauvre, très malade, très fatiguée, très affamée, qui tend la main à une autre pauvre paysanne, tout aussi affamée qu'elle, et qui l'aide à se relever. Et là, il se dit, ah, peut-être qu'il faut croire encore en ça, à cette petite bonté. Il appelle ça la petite bonté, dans un monde où la négativité, au sens hegelien du terme, c'est une négativité qui ne se relève pas. Alors, les Lumières, quand est-ce que ça a commencé? Les Lumières, est-ce que j'ai une chronologie? Moi, je ne suis pas historienne. J'ai fait remonter ça un peu avant. J'ai dit que Kafka était un héritier plus loin. Kafka est un héritier, j'allais dire, immémorial. Il traîne derrière lui une tradition qu'il porte comme son tabernacle, comme la religion juive. Donc celle-ci a commencé antérieurement à la question du christianisme. Mais sa culture, c'est celle de l'humanisme, qui s'est prolongée dans l'idéalisme allemand et donc dans l'Aufklärung, qui est un peu peut-être différent. Les Lumières allemandes, peut-être pas tout à fait la même chose que les Lumières françaises, qui elles ont connu la Révolution française, donc c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on le voit bien que c'est pas la même chose. Hein. On le voit bien au XXe siècle. Pourquoi? Vous me posez la question. Parce que les Lumières ont cru résolument, ont cru au sens historique des choses. On crut qu'il y avait une raison historique et qu'il y avait un progrès en deçà de quoi, dans l'histoire, on ne revenait pas en arrière, que les acquis par rapport à la question de l'homme, par rapport à la question du monde, par rapport à la question du progrès scientifique, etc., de l'autonomie de la raison, que la marche de la raison, au sens hegelien du terme, de la marche de l'esprit absolu, pouvait vaincre toutes les barbaries. Et ce n'est pas le cas. C'est ça l'échec des Lumières. Les Lumières ont placé l'homme au cœur de leurs préoccupations. Ils ont placé l'homme, ils ont placé tous les hommes au cœur. Ils ont pensé qu'il y avait des universaux, qu'il y avait un terrain d'entente possible entre la question de la singularité et la question de l'universel. Et que penser, voilà un nom qu'on n'a pas cité, mais qui est peut-être central, qui est Kant, qui a pensé, c'est la question de la loi universelle, qui a pensé que cette loi morale, que ce qui est valable pour moi est nécessairement valable pour autrui. Et que muni de ce bagage très, très fort, naturellement, puisqu'il donne naissance à des œuvres, il donne naissance à des concepts, il donne naissance à de la littérature, il donne naissance à une société, à un modèle de société, c'est effondré. Donc, on a tout simplement opéré une critique de ces Lumières. C'était absolument nécessaire. C'est sur cette base-là, c'est sur cette base du progrès où l'homme est au cœur de cette question-là. Donc, comment, dans cette Europe-là, les barbaries les plus effrayantes et qui continuent d'exister, c'est tout à fait... je le dis assise confortablement avec ma tasse de café, mais ça me taraude. Il y a des gens que ça ne réveille pas la nuit. Je peux vous assurer que je connais des gens qui théorisent là-dessus et qui ne sont pas... ça ne les réveille pas dans la nuit. Quand vous voyez des images de ces malheureux Syriens qui prennent des bateaux, qui coulent par centaines, des épaves d'enfants qui arrivent... On est dans une Europe qui assiste à ça, qui essaye de faire quelque chose, le problème n'est pas là. Et comme par hasard, ceux qui essayent de venir en aide sont des pays qui sont économiquement dans une situation dramatique. La Grèce, par exemple. C'est-à-dire, alors là, je pense aussi à Hegel. Et je me souviens de ce que me disait mon beau-père dans ce chapitre central du maître et de l'esclave, de la dialectique du maître et de l'esclave, où le maître a possession sur son esclave, sur la question de l'infini chez Hegel,
du bon et du mauvais infini. Et il me disait, tu vois, n'oublie jamais que l'infini n'est pas du côté du maître. Il est dans le tremblement de l'esprit. Il est dans le tremblement. Alors, je ne suis pas en train de vous décrire un monde marxiste avec une lutte des classes. Hein. La lutte des classes, elle se relève tous les jours. Il suffit de sortir dans la rue pour le voir. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas une marxiste et je ne suis pas une spécialiste non plus de Marx. Hein. Je pointe quelque chose qui est un phénomène qui n'est pas éradiqué. Alors, elles sont où les lumières? Je pose la question. Mais en même temps, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas y renoncer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait substituer à cet idéal européen. Je ne sais pas ce qu'on pourrait lui substituer de mieux aujourd'hui. En page de politique, je ne me permettrai pas d'exprimer des hypothèses. Je pose, en tant qu'intellectuel, je pose un certain nombre de questions. Mais qu'il y ait eu un échec des Lumières, mais bien sûr. Et d'ailleurs, peut-être, je me souviens très bien des discussions qu'il y a eu après le 13 novembre. Alors, nous avons, avec des étudiants à la Sorbonne, nous avons en Sorbonne perdu 5 étudiants et une en particulier, Marion. Marion, qui était mon étudiante en master, hein, que je connaissais depuis le début, depuis sa première année. Elle a été tuée avec sa sœur au petit Cambodgien. Donc c'était les étudiants qui la connaissaient, qui suivaient le séminaire, etc. Elle était bien sûr très très traumatisée. Et donc j'ai beaucoup rencontré mes étudiants à ce moment-là. Et j'étais moi-même très difficile. Et les professeurs, chaque professeur qui avait, donc un élève avait disparu dans ces conditions-là. Donc il y a eu également un hommage officiel avec les parents des victimes, le recteur, etc. Et je me souviens très très bien des discussions avec mes étudiants qui m'ont fait beaucoup réfléchir. On me dit, mais vous parlez, vous ne parlez pas seulement de moi, mais de certains enseignants, vous parlez avec des arguments qui ne sont plus les nôtres. C'est ça justement la question des Lumières. Est-ce que c'est encore une référence pour les générations? Je ne peux pas dire qu'il faut la méconnaître, mais comment, face à ce nouveau mal radical, il faut bien l'appeler par un nom, voilà, disons on va l'appeler mal radical, c'est un mal radical, c'est-à-dire c'est une négativité sans relève, même si elle est au nom de quelque chose, c'est une négativité sans relève. Face à ça, est-ce qu'on peut encore convoquer? Moi c'est une question que je pose, j'y réponds pas. Est-ce qu'on peut? Et c'est une question que mes étudiants m'ont posée et à laquelle je suis très sensible. Parce que l'avenir, c'est eux. Est-ce qu'on peut encore convoquer ce type de valeurs dans des situations comme celle-ci? Moi, je n'en suis pas sûre. Je crois qu'on va faire... Merci d'abord.